Je m'appelle Clara Delmas, j'ai 28 ans, et l'an dernier, je suis morte. Techniquement, les médecins ont dit que je ne passerai pas la nuit. Mes parents, eux, ont simplement répondu « Ce n'est pas vraiment notre fille. Nous ne lui devons rien. » Puis ils sont partis. Ils m'ont laissée seule, dans un lit d'hôpital, entre la vie et la mort. Une semaine plus tard, ils ont débarqué chez mon arrière-grand-mère, prêts à réclamer l'héritage qu'elle m'avait laissé. Mais à leur arrivée, mon lit était vide. Il ne restait qu'une lettre, posée bien en évidence. Et à la seconde où ils l'ont ouverte, leur monde a commencé à s'effondrer. Si toi aussi tu as déjà ressenti ce sentiment d'abandon, reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer quelque chose en toi. J'ai grandi dans une banlieue paisible près de Lyon, dans une maison blanche à volets verts, pelouse impeccable et taillée au millimètre. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite. Un père, une mère, 2 filles. Sur les photos, on voit des goûters d'anniversaire bien organisés, des matins de Noël avec des montagnes de cadeaux, des vacances à thème dans des parcs d'attractions. Mais les photos, ça peut mentir. J'avais 5 ans la première fois que j'ai compris que quelque chose clochait. Ma sœur Inès avait renversé un vase en courant. Quand ma mère est arrivée, je ramassais déjà les morceaux. « Que s'est-il passé ici » a-t-elle demandé. J'ai répondu, sans réfléchir, « C'est moi ». Plus tard, je l'ai entendue au téléphone. Clara a toujours été docile, contrairement à Inès. Elle, au moins, a du caractère. Voilà, du caractère. C'est comme ça qu'il justifiait les crises d'Inès en public, ses refus de manger, ses insolences. Quand moi je faisais mes devoirs sans qu'on me le demande, j'étais obéissante. Quand Inès daignait s'y mettre, elle était brillante. Petit à petit, les différences se sont installées. Inès avait la plus grande chambre, elle choisissait les restaurants le samedi soir, ses dessins étaient affichés sur le frigo pendant que les miens finissaient rangés dans un tiroir. « Ta sœur a besoin d'être encouragée », m'expliquait mon père. « Et mes notes, alors ? Toi, tu es naturellement douée pour l'école. » J'avais 12 ans quand j'ai découvert la vérité. Une nuit, je suis descendue boire un verre d'eau. Mes parents se disputèrent dans la cuisine. « Tu as toujours préféré Inès », disait ma mère. « Tu compenses parce que Clara n'est pas la tienne. »« Elle n'est pas la tienne non plus », a répliqué mon père. On avait promis de ne jamais faire de différence. J'ai lâché mon verre. Le bruit du verre brisé a stoppé net leur dispute. Je suis remontée dans ma chambre en courant, le cœur battant, et j'ai fait semblant de dormir quand ma mère est venue vérifier que j'allais bien. Adoptée. Ce mot a tout expliqué. Et pourtant, rien n'a changé. Le lendemain matin, au petit déjeuner, ils n'ont rien dit. Alors j'ai pris les devants. J'ai entendu, cette nuit. Je sais que je suis adoptée. Mon père a à peine baissé son journal. Ma mère, en servant le café, s'est contentée d'un sourire figé. Tu as dû rêver, Clara. Rien de plus. Pas de confirmation. Pas de démenti. Juste un mensonge poli. Puis on est passé à autre chose. Ce jour-là, j'ai compris que chez nous, l'apparence comptait plus que la vérité. Alors je me suis mise en tête d'être parfaite. Si je ne pouvais pas être aimée pour ce que j'étais, alors je le serais pour ce que je faisais. Major de promo. Bourse d'excellence à Polytechnique. Première start-up lancée à 22 ans. Mes parents étaient là et là, à ma remise de diplôme, bien sûr. Sourire pour les photos. Poignée de main pour les félicitations. Mais dans leurs yeux, il y avait toujours ce même vide. Comme s'ils regardaient une réalisation, pas une fille. Une seule personne m'a vraiment vue. Mon arrière-grand-mère, Élise. Elle vivait dans une vieille maison pleine de charme à Villeurbanne, envahie de livres, d'objets anciens et d'odeurs de cannelle. Chaque été, depuis mes 13 ans, je passais mes vacances chez elle. Un jour, elle m'a regardé longuement. « Tu as les yeux de ta mère. » Ce fut la seule fois qu'un membre de la famille a évoqué mes origines. « Qui était-elle » ai-je demandé. Elle m'a juste pris la main. « Quelqu'un qui t'aimait, mais qui ne pouvait pas t'élever. Je te raconterai tout, un jour. » Mais ce « un jour » a toujours été repoussé, après le lycée. Puis après les études. Ensuite, quand tu seras prête. En attendant, mes parents sont devenus des étrangers. Mon père a même défendu en justice la société concurrente qui m'a attaqué sur mes brevets. La famille, c'est une chose. Les affaires, une autre. Inès est devenue chirurgienne. Le lien médical qu'elle partageait avec notre père est
devenue une complicité exclusive. J'étais toujours à l'écart. Le tournant est arrivé un soir de novembre, lors d'un dîner familial. Ma société venait de lever plusieurs millions pour développer une intelligence artificielle médicale. Élise, fière, l'a annoncé à table. Ma mère, en souriant, « Oui, Clara a toujours eu ce besoin de se prouver. » « Se prouver ?» ai-je répété. « Tu penses que c'est pour ça que j'ai réussi ?» Mon père, posant son verre, « C'est classique chez les enfants adoptés. » Je suis restée figée. Inès, choquée. « Papa, tu viens d'admettre ?» Elle le sait depuis qu'elle a 12 ans, a dit ma mère en haussant les épaules. Pas besoin d'en parler ce soir. J'ai pris une grande inspiration. Vous avez toujours nié, à chaque fois que je posais la question. On pensait que c'était mieux ainsi. Les enfants ont besoin de stabilité. Moi, j'avais besoin de vérité. Ma mère a posé brutalement sa tasse. On t'a donné une belle vie, non? Une éducation de rêve. Tu devrais être reconnaissante. Élise a claqué la main sur la table. Ça suffit, Mireille. Mais c'était déjà trop tard. 20 ans de silence, de faux semblants et de manque d'amour ont éclaté d'un coup. Vous ne m'avez jamais aimé. Vous aimiez ce que je représentais, pas qui j'étais. Je me suis levée. J'en ai fini d'essayer de mériter un amour qui aurait dû m'être donné sans condition. Je suis partie ce soir-là sans me retourner. J'ai changé de numéro, quitté mon appartement et coupé tout contact. La seule personne avec qui j'ai gardé un lien, c'était Élise. Chaque dimanche, on se retrouvait pour un brunch dans ce petit café près des quais. Un jour, elle m'a dit « Tu sais, ils t'aiment à leur manière. » Et moi, j'ai répondu « L'amour ne devrait pas être si douloureux. » Elle est morte 6 mois plus tard dans son sommeil. J'étais en déplacement à Zurich pour une conférence, et mes parents ne m'ont même pas prévenue. J'ai appris sa mort par une lettre d'un notaire. Élise m'avait tout légué. La maison, les comptes, les meubles. Mais surtout, une vérité qu'elle ne m'avait jamais dite. Le jour de l'accident a commencé comme un mardi banal. J'étais au siège de ma boîte à Villeurbanne, en train de finaliser une mise à jour critique du logiciel. Il pleuvinait cette bruine fine et sourde qu'on connaît trop bien ici. « Tu devrais rentrer », m'a dit mon associée, Sarah, vers 20h. Mais j'ai voulu terminer. À 22h passées, je suis enfin partie. Il pleuvait fort, mais mon appartement n'était qu'à quelques rues. Ce n'est qu'à l'angle de la rue Lamarck et du boulevard Saint-André qu'un chauffard ivre venu d'on ne sait où a grillé le feu. Il m'a percuté de plein fouet. La voiture a fait 2 tonneaux avant de heurter un lampadaire. On m'a dit plus tard que les airbags m'avaient sauvée, mais que j'avais le crâne enfoncé, 3 côtes cassées et une fracture de la clavicule. Dans l'ambulance, j'ai vaguement senti des mains, une voix qui répétait mon prénom, un masque à oxygène, puis plus rien. Quand j'ai repris un semblant de conscience, je ne pouvais pas bouger, ni parler. Mais j'entendais. Une femme disait « Le traumatisme crânien est sévère. Les 24 prochaines heures seront décisives. A-t-on contacté la famille ?» Une autre a répondu « Le numéro d'urgence enregistré est celui de sa mère. Ils arrivent. » J'ai cru que j'étais sauvée. Mais quand ils sont arrivés, les mots ont frappé plus fort que la voiture. « Elle n'est pas vraiment notre fille, » a dit ma mère. « On ne lui doit rien. » Le neurologue a tenté d'insister. « Elle a besoin d'une autorisation pour l'opération. » Mon père a répondu, sans ciller. « Il y a sûrement un fonds de secours pour les patients isolés ?» J'étais là, enfermée dans mon propre corps, à entendre mes parents négocier ma mort. Puis, dans le silence, une infirmière a soufflé « Vous êtes certain de ne pas vouloir signer ?» Et ma mère a tranché « Ne nous contactez plus à propos de cette patiente. » Ils ont quitté la pièce. La porte a claqué. Et j'ai compris qu'ils étaient partis pour de bon. Heureusement, il y avait quelqu'un d'autre. L'infirmière Émilie. C'est elle qui m'a parlé jour après jour, comme si j'étais là. Elle m'a raconté la météo, m'a fait écouter des chansons sur son téléphone, m'a expliqué chaque geste médical. 3 jours plus tard, l'hôpital a contacté Sarah. Elle est arrivée en courant, a signé les papiers et a engagé un avocat. « Tes parents essaient de contester le testament », m'a-t-elle chuchoté un matin. « Ils disent que tu n'es pas en état. » L'ironie. Me laisser mourir, puis s'en servir pour voler l'héritage. Le 5e jour, j'ai été opérée. J'ai ouvert les yeux 2 jours plus tard, encore groggy, et Émilie m'a dit en souriant « Tu es revenue. »
Commence alors la partie la plus dure, la rééducation. Vomir au premier lever, suer à chaque pas, réapprendre à tenir une cuillère. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas les fractures. C'était le fait d'avoir entendu, sans l'ombre d'un doute, que mes parents préféraient mon décès à l'idée de s'occuper de moi. Pendant ma convalescence, Sarah m'a tout raconté. Les démarches de mes parents pour me faire interner, leur tentative d'accéder à mes comptes, leur volonté de faire annuler le testament. Et surtout, elle m'a tendu une enveloppe que maître Doucet, le notaire d'Élise, voulait me remettre en main propre. Une lettre, des documents légaux et surtout, la vérité. Ma chère Clara, écrivait Élise, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas tenu ma promesse de te dire tout en face. Ta mère biologique, c'était ma nièce, Sophie. Elle avait 18 ans, et ton père biologique n'a pas voulu assumer. J'ai proposé une adoption familiale. Mon fils Laurent et son épouse Mireille venaient de faire une fausse couche. Ce qui devait être un acte d'amour s'est transformé en abandon déguisé. Ils ont appris que Mireille était enceinte d'Inès juste après t'avoir recueillie. Et à partir de là, ils t'ont vu comme un poids. J'ai souvent tenté d'intervenir. Laurent promettait toujours d'essayer. Mais certains cœurs ne savent aimer que ce qu'ils fabriquent eux-mêmes. La lettre m'a brisée et recollée en même temps. Tous les documents étaient là. Certificat de naissance, papier d'adoption, preuve que j'étais leur fille, légalement, totalement. Ce qu'ils avaient dit au médecin était un mensonge. Ce qu'ils avaient essayé de voler, un crime. J'ai refermé l'enveloppe avec une seule idée. Ils n'allaient pas s'en sortir cette fois. J'ai intensifié la rééducation avec une rage froide. 2 côtes cassées, une clavicule démolie, des fractures faciales, une lésion cérébrale. Rien ne m'a arrêté. Je suis passée du déambulateur à la canne en quelques semaines. Mon kiné, Jules, n'en revenait pas. On dirait une athlète de haut niveau. Je serrais les dents à chaque exercice. J'ai un rendez-vous important, disais-je simplement. Une fois rentrée chez Sarah, qui m'hébergeait pendant ma convalescence, j'ai transformé sa chambre d'amis en quartier général. J'ai scotché au mur chaque événement, l'accident, l'appel des médecins, l'heure exacte de leur fuite, les dépôts juridiques pour contester le testament. Tout s'emboîtait comme un puzzle tordu. Tu devrais te reposer, soufflait parfois Sarah, en me tendant un thé. Je me reposerai quand ce sera fini, répondais-je sans lever les yeux. Le premier objectif, c'était de verrouiller ma position légale. Maître Doucet m'a confirmé que l'adoption était parfaitement valide. Leurs affirmations à l'hôpital sur un statut informel étaient non seulement fausses, mais dangereuses. Ils n'ont aucune chance de contester le testament, m'a-t-il dit lors d'un appel. Mais ils essaient une nouvelle tactique, demander une tutelle temporaire pour gérer tes affaires. Après avoir refusé de signer une autorisation médicale, je riais jaune. Ils disent avoir été sous le choc. Sarah m'a montré les images de vidéosurveillance de l'hôpital, qu'Émilie avait mentionnées. On les y voit parfaitement lucides, calmes, expliquant aux médecins que je ne suis pas leur fille et qu'ils ne paieront rien. « On peut les utiliser ?» ai-je demandé. « Déjà fait », a souri maître Doucet. J'ai aussi engagé une société de sécurité pour changer les serrures de la maison d'Élise, installer des caméras et enregistrer chaque mouvement. C'est là que j'ai rédigé la fameuse lettre. J'ai réécrit cette chose 20 fois. Une version était un coup de poignard, une autre un résumé juridique sec, une troisième une litanie de colère. Aucune ne me convenait. « Parle avec ton cœur », m'a conseillé Sarah. « Mon cœur veut les brûler », ai-je soufflé. « Alors dis-le. » Mais je ne voulais pas de vengeance. Je voulais être libre. C'est docteur Martin, ma thérapeute, qui a posé la bonne question. « Que veux-tu vraiment, au fond ?» J'ai réfléchi longtemps. Je veux qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Et s'ils ne le font jamais? Cette phrase m'a percutée. Alors je veux ne plus en avoir besoin. Ce soir-là, j'ai enfin écrit la bonne version. Je leur ai raconté les années de gaslighting, les mensonges, leur trahison finale à l'hôpital. J'ai joint les vidéos, les documents, les preuves. Et à la fin, je les ai pardonnés. Pas pour eux, pour moi, parce que je méritais la paix. Je vous libère de toute obligation envers moi, et je me libère de toute obligation envers vous. J'ai confié l'enveloppe à maître Doucet. Elle serait posée dans la maison à leur venue. 3 jours plus tard, il m'a appelé. Ils seront là samedi à 14h, avec Inès. Inès,
Je n'avais plus parlé à ma sœur depuis ce fameux dîner. J'ai pris une grande inspiration. C'est le moment. Samedi après-midi, installés devant mon ordinateur, Sarah et moi avons observé les caméras de surveillance. À 14h03, la voiture noire s'est garée dans l'allée. Mon père, impatient, regardait sa montre. Ma mère affichait son sourire d'exposition. Inès suivait, l'air tendu. Ils ont essayé la porte. Verrouillée. Un serrurier a devenu. Pendant qu'il ouvrait, ma mère chuchotait. Espérons qu'elle n'a pas vidé les objets de valeur. Dans le salon, tout était intact. Dans la salle à manger, sur la grande table en bois, Maître Doucet avait laissé ma lettre. Mon père l'a saisie, l'a ouverte. Dès les premiers mots, son visage s'est figé. Il a passé la lettre à ma mère, qui est devenue livide. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Inès. Ils ont tenté d'esquiver. Mais elle a arraché la lettre des mains de mon père et l'a lue en entier. « Vous avez dit au médecin qu'elle n'était pas votre fille ? Que vous lui deviez rien ?» Sa voix tremblait. « Ce n'est pas ce que tu crois, » a tenté ma mère. « J'ai vu la vidéo. » Elle a sorti son téléphone. Silence dans la pièce, juste l'audio glacé de mon père disant « Elle n'est pas notre fille. On ne paiera pas. » Quand c'est fini, Inès est restée figée. Vous l'avez laissée mourir. Votre propre fille. Mon père a bafouillé quelque chose sur le choc, la panique. Inès a levé les documents. Elle est légalement votre fille. Vous avez signé et vous l'avez abandonnée. Ma mère s'est effondrée sur la chaise. Elle a été manipulée. Ce n'est pas la vraie version. 7. Sarah lui monte la tête. Ce n'est pas Sarah qui a menti toute sa vie, a répliqué Inès. Puis elle s'est tournée vers eux. Je ne peux pas vous regarder en face. Je pars. Ils ont tenté de la retenir. En vain. Quand elle a claqué la porte, j'ai refermé le portable. Mon cœur battait, mais j'étais calme. Comme prévu, ai-je dit à Sarah. Ils n'ont pas changé. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Un message. Clara, c'est Inès. On doit parler. Le lendemain matin, j'ai poussé la porte du petit café sur la rue Lagrange. Inès était déjà là, 2 cafés devant elle, les mains serrées autour de sa tasse. Elle s'est levée en me voyant arriver, visiblement perturbée par les pansements encore visibles sur mon visage et la canne à mon bras. On s'est contenté d'un hochement de tête maladroit. « Tu voulais me voir ?» ai-je demandé en m'asseyant. Elle m'a tendu l'un des cafés. Un sucre noir. « C'est toujours comme ça que tu l'aimes ?» J'ai acquiescé, un peu surprise. « Je ne savais pas pour l'hôpital », a-t-elle dit d'un seul souffle. « Je te jure, Clara, je ne savais pas qu'il t'avait laissé comme ça. » Je l'ai regardé longtemps. « Je te crois. » Inès avait ses défauts, mais la cruauté n'en faisait pas partie. « Tu as lu la lettre en entier ?» Elle a hoché la tête. « Et vu la vidéo. C'était irréel. Je ne peux pas croire qu'ils aient fait ça à quelqu'un, encore moins à leur fille. » J'ai répondu d'une voix calme, maîtrisée. « Pas leur fille. Pas dans leur esprit. » Elle a serré les lèvres. « Pour moi, tu es ma sœur. Celle qui m'a appris à faire du vélo, qui m'a aidé à préparer mes dossiers pour l'école de médecine, qui a couvert mes erreurs plus de fois que je peux compter. » C'était vrai. J'avais toujours été là, comme une grande sœur le fait, même quand j'en avais souffert. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Inès ?» Elle a marqué un silence, cherchant ses mots. « Je veux recommencer. Être des sœurs. Vraiment. » J'ai reculé légèrement. « Et nos parents ? Tu comptes les garder dans ta vie ?» Elle a baissé les yeux. « Je ne sais pas. Je ne leur parle plus depuis samedi. Ce qu'ils ont fait, je ne peux pas le pardonner. Pas tout de suite. Peut-être jamais. » Elle a relevé la tête. « Mais toi, je ne veux pas te perdre. » Je n'ai rien dit. La vérité, c'est que je ne savais pas si j'étais prête. 28 ans d'exclusion, de silence, de comparaison permanente, ça ne disparaît pas en une tasse de café. Ce sera lent, ai-je dit enfin. Petit à petit. Son visage s'est illuminé comme si je venais de lui tendre une bouée en pleine tempête. Je peux faire petit à petit. Ce jour-là, on a parlé de tout sauf du passé. De son internat à l'hôpital Saint-Jean, des nouvelles avancées de mon entreprise, de l'application que je développais pour aider les patients non réactifs à communiquer avec les médecins. Rien de profond, mais assez pour poser les bases. Le reste, c'est venu après. 3 semaines plus tard, elle m'a appelé.
Ils lancent une procédure pour faire annuler l'adoption. Ils disent qu'Élise les a forcés. Je n'ai pas réagi tout de suite. Laisse-les faire. Les papiers sont en règle, c'est légal. Inès a soupiré. Ce n'est plus pour gagner, c'est pour te blesser. Je sais. C'est tout ce qu'il savait faire. Comment tu vas ? Ai-je demandé. J'ai quitté mon appart. Je suis chez une collègue. Je ne pouvais plus rester là, dans cet appartement rempli de leurs photos, de leur odeur. Elle a marqué une pause. Je sais que ta maison était grande. Est-ce que tu accepterais que je m'y installe quelque temps ? J'ai souri malgré moi. L'aile est a sa propre salle de bain. Et je ne suis presque jamais là avant 20 heures. Elle a éclaté de rire, presque soulagée. Tu es sérieuse ? Petit à petit, Inès, on verra comment ça se passe. Quand on a raccroché, je suis restée assise longtemps face à la fenêtre à observer les passants. Nos parents, quelque part, étaient sûrement en train de préparer une nouvelle offensive juridique. Mais cette fois, je n'étais plus seule. J'avais une alliée. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais la sensation que je reprenais le contrôle. Le juge a rejeté leur demande de tutelle. L'enregistrement de l'hôpital les a démolis. La presse locale s'est emparée de l'affaire. Des parents abandonnent leurs filles aux urgences, puis tentent de s'emparer de l'héritage. Ils ont perdu tout crédit. Ils ont quitté la région sans prévenir. Quand Inès m'a appelée pour me le dire, elle m'a demandé « Ça te fait quoi ?» J'ai réfléchi un instant. Rien. Je crois que je suis en paix. Parce qu'en réalité, ils étaient dos partis depuis longtemps. Ils n'avaient jamais vraiment été là. C'est moi qui avais espéré en vain. Maintenant, j'avançais. J'ai emménagé dans la maison d'Élise au printemps. Une maison ancienne, pleine de cachettes secrètes, de lumière, d'histoire. Inès s'est installée dans l'aile est. C'était étrange au début. Trop de souvenirs, trop de vieilles habitudes à désapprendre. Mais on a posé nos règles. Et peu à peu, un lien nouveau s'est tissé. Un lien choisi, pas imposé. Sarah venait dîner une fois par semaine. Émilie aussi, parfois avec sa compagne. Maître Doucet passait le dimanche pour un café. « Vous avez reconstruit une vraie famille, ici », a-t-il dit un jour en regardant Inès débattre passionnément avec Émilie sur la chirurgie d'urgence. « Une famille choisie », ai-je corrigé. « Et c'est la meilleure. » Mes parents ont tenté une dernière manœuvre. Un procès pour détresse émotionnelle, affirmant que ma lettre et les vidéos de l'hôpital les avaient gravement traumatisés. C'était pitoyable. Le juge a tranché sans hésiter. La vérité ne peut pas être considérée comme un préjudice. Dans sa décision, il a précisé qu'ils avaient abandonné leur fille dans une situation critique et cherchaient maintenant à la faire taire en l'attaquant pour avoir révélé les faits. L'affaire a été classée sans suite, avec interdiction de dépôt ultérieure. L'histoire a été relayée dans plusieurs journaux. Leurs amis, leurs collègues, les membres de leur club privé, tout le monde a appris ce qu'ils avaient fait. Leur réputation, si soigneusement construite, s'est effondrée. Ils ont quitté la France un mois plus tard, sans dire au revoir. Inès m'a demandé « Tu vas bien ?» J'ai pris le temps de réfléchir avant de répondre « Oui, je crois que oui. » Ils m'avaient quitté bien avant ce départ physique. Peut-être n'avaient-ils jamais vraiment été là. Et c'est ça, la vraie libération. Comprendre que leur absence n'est plus un trou, mais un espace que j'ai appris à remplir autrement. J'ai repris les rênes de mon entreprise. Sarah et moi avons lancé un nouveau projet, un dispositif de communication pour patients dans le coma basé sur les mouvements oculaires et les signaux neurologiques. On l'appelle l'Human Bridge, ai-je expliqué un soir à Émilie autour d'un dîner. Il permet de détecter des réponses, même chez des patients qu'on croit absents. Elle m'a souri. Tu transformes ta douleur en solution. Élise serait fière. Inès et moi avons trouvé notre rythme. Il y a eu des conversations difficiles sur notre enfance, sur ses silences, sur mes blessures, mais aussi des moments simples, des plats à emporter, des soirées séries ridicules, des fous rires sincères. « Je ne savais pas que tu étais aussi drôle », m'a-t-elle lancé un jour entre deux éclats de rire. « Tu ne me connaissais pas », ai-je répondu. Pas avec rancune, juste avec lucidité. Un an jour pour jour après l'accident, j'ai organisé un dîner à la maison. Autour de la table, il y avait Sarah et son nouveau compagnon,
Émilie et sa femme, Maître Doucet avec une bouteille de champagne, et Inès, radieuse, accompagnée d'un collègue de l'hôpital qui n'arrêtait pas de lui lancer des regards pleins de tendresse. En les regardant, j'ai ressenti quelque chose de profond. Pas de manque, pas de regret, mais une forme d'aboutissement. Alors j'ai levé mon verre. À la famille. Pas celle qu'on nous impose, mais celle qu'on construit. Celle qui reste quand tout le reste s'écroule. À la famille, ont-ils répondu en chœur. Ce soir-là, quand tout le monde est parti, Inès m'a rejoint sur le perron. Le même banc où Élise et moi passions des heures à parler du monde. « Tu penses encore à eux » m'a-t-elle demandé. « Parfois » ai-je dit. « Mais ça ne fait plus mal. »« Comment tu as fait ?» pour que ça s'arrête. J'ai regardé les étoiles. J'ai pensé à la lettre, à la dernière ligne. J'ai arrêté d'attendre qu'ils soient ce qu'ils ne seront jamais. Et j'ai construit une vie qui n'a plus besoin d'eux. Elle a hoché la tête. J'en suis pas encore là. Tu y arriveras. Et tu n'es pas seul. On est resté là, à observer le silence du soir, avec la lumière douce du porche et le chant des grillons. Une voiture a claqué au loin, rappel bref de l'accident. Mais cette fois, au lieu de la peur, je n'ai ressenti que de la gratitude. Parce que ce qui avait failli me tuer m'avait aussi libéré. Si tu écoutes encore, toi qui as été trahi, rejeté, ou qui a grandi en cherchant à mériter ce qui aurait dû t'être donné sans condition, retiens ceci. La famille n'est pas une question de sang, mais de présence, de choix, de vérité. Partage ton histoire en commentaire, abonne-toi et envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'on peut renaître, qu'on peut se reconstruire, et qu'il existe quelque part une famille choisie prête à t'aimer exactement comme tu es.